1, 2, 3, teste le micro, apparemment tout va bien. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, aujourd'hui tout de blanc vêtu, symbole de pureté s'il en est, et comme d'habitude, comme tous les mercredis, je viens vous faire un petit point, un petit rapport sur les campagnes qui s'apprêtent à se terminer sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Et cette semaine, pas d'annulation, ce qui va permettre de passer assez rapidement aux projets qui vraiment abordent leurs dernières heures, puis les dernières 5, 6, 7 jours de campagne sur Kickstarter, GameFound, Ulule, compagnie, même si pour l'instant, Ulule et BackerKit ne se sont pas encore tellement réveillés depuis le début de l'année. Il n'y a pas vraiment de campagnes qui sont lancées, ça devrait pas tarder, ceci dit, ce BackerKit. Du coup, on est parti. On commence tout de suite ce suivi par Witchy Cakes, un jeu dont j'avais brièvement parlé la semaine dernière dans le suivi du mini crowdfunding, qui n'avait pas eu droit à sa présentation complète, et qui pour l'instant est à 342 contributeurs, 51 heures avant la fin de la campagne. C'est pas ridicule, hein, 26 000 € d'engrangés pour le 4e projet de Mage Hand Press, avec un projet qui clairement ne me met pas la tulipe à 45 degrés, hein, si vous voyez ce que je veux dire, bien entendu. Un petit jeu familial pour 8 ans et plus, hein, 10 à 20 minutes la partie, où vous allez donc entasser des cakes, hein, des gâteaux, un petit peu magique dans un univers avec plein de petites sorcières partout. Bon, alors, rien de très très spécial, rien de très enivrant de mon côté en tout cas. Je sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais pour moi ça m'attire pas outre mesure. Il y a quelques petits stretch goals qui ont été débloqués, de nouvelles cartes de recettes en gros, mais ça s'arrête à 3. Voilà, c'est ça, les 3 que vous voyez ici avec des images qui ne sont pas encore définies, qui ne sont pas encore conçues par les auteurs, les illustratrices de ce jeu. Et on aurait potentiellement d'autres cartes à venir, mais je doute qu'on aille chercher tellement plus haut en termes de financement. On ira certainement toucher les 400, 420 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Pas de version française pour celui-ci. Présenté dans le menu crowdfunding du 22 janvier dernier, Epic Spell Wars of the Battle Wizards Annihilageddon 3. En un seul souffle, actuellement attiré, pardon, j'en arrive plus à parler parce que c'est Satan qui me possède bien évidemment, 2112 contributeurs 53 heures avant la fin de la campagne. Comme d'hab, vous retirez environ 24 heures pour avoir le nombre d'heures restantes lorsque je posterai la vidéo sur YouTube, donc attention, il restera assez peu de temps, et environ 285 000 € d'engrangés pour ce jeu au goût très douteux, hein. On est sur un jeu qui n'a pas pour luxe le bon goût, hein. On l'a déjà vu la semaine dernière et lors de sa présentation le 22 janvier dernier également. On est plutôt sur un jeu de mauvais goût avec des petites influences, des petites images un petit peu satanistes on va dire, hein, avec des culs, des couilles partout. D'ailleurs si je dis ça je vais me faire démonétiser apparemment. Bon, en même temps on gagne 1 $, ou 2 $ sur le suivi du menu crowdfunding par semaine, donc c'est pas très très grave. Ils ont fait des petits ajouts bien évidemment dans cette campagne, on va aller voir ça tout de suite, notamment une énorme miniature du salut de Satan, qui se trouve un peu plus bas, qui n'était pas présente lorsque j'avais présenté le jeu le 22 janvier dernier. Voilà, c'est ici. Pour 75 $ de plus, une statuette du salut de Satan en fait. Effectivement très bien réalisé, hein, ça donne très bien, mais bon, après il faut vraiment être très 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 fan du jeu, ou très 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 fan de Satan, ce qui n'est pas particulièrement mon cas, donc bon, je passe à côté. Et je passe à côté du jeu en lui-même d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, je le rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu éventuellement la présentation, c'est un jeu de deck building qui a déjà donc 2 épisodes, c'est ici le 3e. Vous pourrez le compléter aux 2 premiers bien évidemment, ou vous pourrez l'utiliser comme un standalone, hein. Vous n'avez pas besoin des 2 premiers épisodes pour pouvoir jouer à celui-ci. Les stretch goals, essentiellement, c'est beaucoup de nouvelles cartes en plus qui vont venir s'intégrer au jeu. Et puis on a aussi quelques petits éléments de deluxification à noter. Par exemple le foil sur la boîte, donc le petit effet de surbrillance sur certains éléments de la boîte. Même chose pour le dos des cartes, qui aura aussi un effet de foil, donc certainement sur les éléments que vous voyez ici en relief, qui auront cet aspect un peu de surbrillance. Ça c'est plutôt très sympa. Apparemment des sleeves, donc des protège-cartes, mais ils sont ici désignés par baggies. Donc je sais pas très bien si c'est véritablement ça, mais ça en a tout l'air en tout cas. Un promo pack également qui sera fourni pour celui de Annihilageddon 2, qui sera en fait fourni dans le pledge de Annihilageddon 3 pour le coup. Et pour le reste, c'est comme je disais, essentiellement des nouvelles cartes qui viennent s'ajouter à celles déjà présentes. C'est un jeu très 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 riche. Il faut vraiment être amateur de ce type de direction artistique très 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 perché, très original aussi, il faut bien le dire. Vraiment très irrévérencieuse, très transgressive, j'allais dire subversive, mais non pas du tout, transgressive plutôt qu'autre chose. Mais bon, si vous êtes fan, je peux le comprendre, c'est pas trop mon cas pour le coup, mais je serais curieux un jour de pourquoi pas le tester, on verra bien. Voilà, c'est tout pour Annihilageddon 3, 2112 contributeurs pour l'instant, 53 heures avant la fin de la campagne et près de 300 000 € d'engrangés. Ils iront certainement les dépasser d'ici la fin de la campagne.
Autre jeu qui fait bien parler la poudre, c'est Hollywood 1947, présenté dans le menu crowdfunding du 22 janvier dernier. Le jeu va bientôt passer la barre des 10 000 contributeurs, donc félicitations à eux. 605 000 € d'engrangés 56 heures avant la fin de la campagne pour le 5e projet de Facet Games, après déjà des beaux succès par le passé. Hollywood 1947 confirme, même si peut-être qu'il n'ira pas battre, non très certainement, qu'il n'ira pas battre Bristol 1350 ou encore Deadwood 1876, donc toujours avec ces jeux sous forme de livres très très classe. On va certainement aller battre Tortuga, mais pour les deux précédents, par contre, Deadwood et Bristol, je pense qu'on va rester un tout petit peu en dessous pour Hollywood 1947, qui va certainement aller chercher plutôt autour de 11 ou 12 000 maximum à mon avis, et peut-être aussi parce que c'est un jeu avec un style, disons une catégorie de mécanismes qui, sans laisser indifférent généralement, a aussi tendance à repousser pas mal de joueurs, puisqu'il s'agit en partie d'un jeu à identité secrète, un petit peu à la Veiled Fate, ce qui est plutôt un, comment dirais-je, un compliment dans ma bouche, moi qui ne suis à l'origine pas très fan des jeux de, d'identité secrète, de déduction. Mais là, celui-ci a l'air vraiment très sympa, mais je pense que malgré tout, sur Kickstarter, les jeux en majorité de déduction sociale, des déductions sociales, on va dire, de rôles cachés, sont pas généralement ceux qui rencontrent le plus grand succès, donc ça reste quand même un très beau résultat pour Facet Games avec ce 5e projet. Et mine de rien, c'est pas un éditeur dont on parle tant que ça, mais c'est un éditeur qui fait vraiment du beau boulot, qui fait des très belles campagnes et vraiment des très beaux résultats. Donc on aura certainement à l'avenir une version francophone pour celui-ci aussi, j'imagine, d'autant plus qu'il n'y a pas tellement de texte à aller traduire, soyons honnêtes. Ensuite, y avait-il des stretch goals pour celui-ci? Oui, la réponse est ici. Il y aura donc un effet foil, donc encore de la surbrillance sur certains éléments du jeu que vous apercevez ici. En plus, un petit peu doré, avec la boîte avec fermeture magnétique, ça aussi c'est toujours très sympa. Les cartes qui auront un petit peu d'upgrade en termes de qualité avec le linen finish. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on aura aussi des tokens un petit peu sculptés, un petit peu plus détaillés, comme vous le voyez ici avec la caméra. On aura aussi des dés en acrylique customisés avec du finish couleur dorée également. Ensuite, les petits films semi-transparents étaient déjà là avant, mais peut-être qu'ils ont été upgradés. Ouais, bon, je sais pas très bien. Et ensuite, on aura aussi des posters de movies, donc des posters de films fictionnels, bien évidemment, des films qui n'existent pas, qui viendront rejoindre la boîte également. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est des stretch goals sur ce jeu. Pour rappel, il a été présenté dans le menu crowdfunding du 22 janvier dernier pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur le thème du jeu, donc le cinéma, mais également la propagande communiste à l'époque de l'après-guerre américaine. Bon, c'est une thématique assez originale au moins, qui ne séduira pas forcément tout le monde, mais qui est assez original, au moins il faut bien le signaler. Et en plus de ça, Facet Games a pour l'instant fait pas mal de jeux qui ont su convaincre son public. Voilà pour Halloween 1947, 9535 contributeurs pour l'instant et 605 000 € d'engrangés, très beau résultat pour eux. Autre jeu présenté dans le menu crowdfunding du 22 janvier dernier, il s'agit de Coal Baron, un jeu porté par un éditeur français, en l'occurrence CNC Publishing, le nom ne l'indique pas mais c'est bien des français, ça vient de Angers, même si le projet lui-même vient d'un jeu qui a déjà connu une sortie par le passé, par deux auteurs allemands bien connus du monde du jeu de société, à savoir Kissling et Kramer, qui sont à l'origine de beaucoup de jeux. L'éditeur étant français, bien évidemment, vous aurez une version française confirmée ici par ce petit drapeau. 807 contributeurs pour l'instant à 55 000 € d'engrangés, 57 heures avant la fin de la campagne. On va certainement aller chercher les 1000 contributeurs, mais ça reste quand même un peu une déception pour moi pour un jeu qui méritait certainement un petit ravalement de façade, parce qu'on a quand même gardé une direction artistique très vieillotte qui me séduit assez peu pour être tout à fait honnête, même si j'apprécie la thématique assez originale sans tout à fait l'être, ça reste un truc très porté sur la production de ressources, les usines, etc. Donc c'est pas si, original que ça, mais c'est une thématique qu'on n'a pas tellement vu que ça, surtout en plus l'ascenseur, la descente dans la mine de plus en plus bas pour aller chercher encore plus de ressources, etc. C'est assez intéressant sur le papier, mais bon, c'est pas un jeu qui m'intéresse suffisamment. Pour ce qui est des stretch goals, alors vous allez le voir ici, il y en a certains qui sont inclus dans l'édition de base et d'autres non, donc il faut aller chercher un petit peu la pêche aux informations directement au niveau des pledges. Donc par exemple pour le basic pledge, donc le pledge de base, vous aurez des sleeves, donc des protège cartes transparentes, ainsi que des cartes
cartes un petit peu upgradées avec un black core, donc des cartes de meilleure qualité, plus rigides, plus robustes on va dire. Et ensuite pour la Deluxe, vous aurez quelques ajouts en termes de stretch goals, en plus du black core et des sleeves, vous aurez également un petit vernis sur la boîte ainsi que les sleeves, enfin une sleeve pardon pour la boîte, hein, donc une sorte de protège boîte, et puis également un petit sac pour les pièces de métal que vous apercevez ici. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Cold Baron. Petit rappel quand même, il s'agit d'un jeu qui est porté par un éditeur français et qui donc a une version francophone disponible. Ça quand même, c'est toujours bon de le noter. 807 contributeurs, 57 heures avant la fin de la campagne. Un projet sans stretch goals, c'est vraiment un projet que je remercie du plus profond de mon cœur, ça me permet d'aller très très vite. Zoo Vadis et Gossy Gorillas, deux jeux en un seul projet pour cette campagne qui nous vient de Bitewing Games, qui aussi fait des campagnes plutôt moyenne jusqu'à récemment, mais qui pour le coup va dépasser les 2000 contributeurs, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est leur record, puisqu'ils avaient déjà fait une série, enfin un projet de 3 jeux de Reiner Knizia qui s'était pas vendu si bien que ça, voilà 511 contributeurs, et c'est vrai que derrière ils avaient fait Trailblazers qui lui par contre avait fait près de 5000 contributeurs, donc non, on va pas battre ce record de Trailblazers qui a fait un très très beau résultat quand même, mais Zoo Vadis et Gossy Gorillas, deux nouveaux jeux du maître Knizia, hein, qui en a à ses 7381e et 82e jeu, hein, 1946 contributeurs en l'état, 110 000 euros d'engrangés, c'est donc largement financé, 61 heures pardon, avant la fin de la campagne, et pas de stretch goals, donc pour ceux qui voudraient simplement découvrir un petit peu ces deux projets, je les ai présentés donc dans le menu crowdfunding du 29 janvier, si je ne me trompe pas, non c'est bien ça. Donc pour deux nouveaux jeux, énième jeu de Reiner Knizia, le premier étant donc beaucoup plus intéressant selon moi, hein, donc il s'agit de Zoo Vadis, bien plus intéressant que le second qui est Gossy Gorillas, notamment en termes de matériel, mais également en termes de mécanisme, il allait être plus intéressant selon moi que le second, qui me semble être un peu plus random quoi, hein, pour le coup. Voilà, à vous de voir si l'un ou l'autre ou les deux peuvent vous tenter, il y aura des pledge levels pour tout le monde. 2000 contributeurs pour l'instant pour Zoo Vadis et Gossy Gorillas. Dans celui-ci, des stretch goals, il y en a un paquet, mais ils sont tous très similaires les uns aux autres, c'est des cartes. En même temps, pour Hero Realms Dungeons, qui est un deck building, c'est relativement facile à comprendre comme concept. Deck building, il faut des cartes en plus, il n'y a pas tellement d'autres upgrades à imaginer, donc c'est assez simple et assez straightforward comme disent les anglophones. Quoi qu'il en soit, Hero Realms Dungeons, l'extension de Hero Realms, avait été présentée dans le menu crowdfunding du 29 janvier lui aussi, et pour l'instant il a attiré 5000 contributeurs, 739 000 euros d'engrangés, ils en ont mis de partout, sol, plafond, moquette. C'est dégueulasse, mais en même temps, c'est Hero Realms, c'était prévisible, hein, bien évidemment. Après, pas de version française durant la campagne, mais comme Star Realms et comme Hero Realms, il y aura une version française, francophone. À terme, il n'y a pas vraiment de souci à se faire à ce niveau, donc même si vous ne backez pas durant cette campagne, c'est pas grave. En revanche, les stretch goals sont tous exclusifs à Kickstarter, et c'est plein de promo cards, vous le voyez ici. C'est très simple, c'est promo card, promo card, promo card, promo card, et de temps en temps, on nous met un petit set ici, donc 8 promo cards qui sont déjà, je crois, présentes dans le jeu. Il y aura des exemplaires supplémentaires, quelque chose comme ça, et ensuite on repart sur le même modèle, promo card, promo card, promo card, etc., etc. Donc beaucoup de nouvelles cartes qui seront donc exclusives à Kickstarter. Donc si vous êtes très fan du jeu, de son univers, ben, éventuellement, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de promo cards en exclusive Kickstarter, ça donne quand même envie d'aller backer, donc c'est malin de leur part, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas proposer un jeu aussi populaire directement en plusieurs langues durant la campagne, parce que ça donne un peu l'impression de priver plein de fans de cartes exclusives, simplement parce que ce n'est pas disponible dans leur langue. Alors qu'en plus vous pourrez aussi apparemment incarner DiCaprio un petit peu plus jeune. Voilà. Pour ce qui est de Hero Realms Dungeons, pas grand chose de plus à en dire. Vous le retrouverez certainement en boutique, en VF, d'ici quelques temps de toute façon. Il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. 5040 contributeurs, 62 heures avant la fin de la campagne, 740 000 euros d'engrangés. Autant vous dire que les 5000 pledgers ont dû paquer à un certain niveau quand même pour atteindre près de 750 000 euros à seulement 5000 backers. C'est une très bonne moyenne, hein. Toujours dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, j'avais présenté Visuals, le 4e épisode de Visuals, comme vous voyez ici le numéro 4, ces petits puzzles qui, une fois complétés, vous offrent encore plus d'aventures, puisque une fois le puzzle complété, vous aurez différentes énigmes à aller résoudre dans l'univers cette fois-ci de Alice au Pays des Merveilles, avec un style très coloré, très cartoonesque, qui pourra séduire certains et peut-être un peu moins d'autres. En tout cas, c'est très familial comme activité, bien évidemment, avec des énigmes un peu plus complexes et des énigmes un peu plus
facile. Bref, ça a l'air d'être relativement mignon. Vous pourrez aussi choper les 3 précédentes aventures, ici avec Peter Pan, ici avec le musée, et puis ici avec le cinéma par exemple. Voilà pour ce qui est de Vessels, pas de stretch goals pour celui-ci, mais 1800 contributeurs, près de 100 000 € d'enjeu déjà, et 3 jours avant la fin de la campagne. Encore un jeu présenté dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, il s'agit du nouveau projet de Game Brewer, Trolls and Princesses, basé sur la mythologie scandinave, pour 2 à 4 joueurs 12 ans et plus, 90 à 120 minutes la partie, et contrairement à ce qui était le cas lors de la présentation du menu crowdfunding, c'est très maladroitement dit. Cette fois-ci, on a une version française débloquée, c'était pas le cas lors de la présentation du jeu, mais cette fois-ci, vous le voyez, on a le petit drapeau français ici qui stipule qu'on aura bien une version francophone pour le jeu. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, c'est-à-dire que compte tenu des récents résultats de Game Brewer, surtout du côté de chez GameFound, bon, ils redépassent à nouveau les 1000 contributeurs, ça c'est quand même à signaler, mais c'est quand même loin de leurs plus belles heures de gloire sur Kickstarter. Mais bon, 80 000 € d'engrangés, il reste 3 jours avant la fin de campagne, c'est quand même pas ridicule, mine de rien. On va essayer de retrouver un petit peu les stretch goals s'il y en a. J'ai un petit peu oublié pour celui-ci, je crois qu'il n'y en avait pas, mais je peux me tromper. Généralement, quand je dis qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a. On va aller checker ça rapidement, mais je crois que de toute façon, la distinction entre la version de base et la version Deluxe était déjà suffisamment claire pour ne pas avoir à rajouter par-dessus des stretch goals. Mais par acquis de conscience, on va vérifier ensemble et c'est non, il n'y a pas de stretch goals pour le coup, je m'étais pas trompé. Donc voilà, c'est tout pour Trolls and Princesses, ça va très vite. Version française ajoutée depuis la dernière fois que j'en avais parlé, ça c'est plutôt très cool à noter. 3 jours avant la fin de la campagne, 1000 contributeurs d'enrangés, 1100 contributeurs d'accumulés pour l'instant. En faites-vous partie. Présenté le 22 janvier dernier dans le menu crowdfunding, Aegis Combining Robots saison 2 a quand même dépassé les 750 contributeurs, c'est pas ridicule du tout, à 3 jours de la fin de la campagne qui plus est, on va certainement aller chercher les 900, voire peut-être même les 1000 contributeurs d'ici la fin de la campagne, ce qui prouve quand même qu'il y a quand même pas mal aussi de fans de mecha, malgré tout, de fans de gros robots à la Gundam et compagnie, donc les animés des années 90, mais aussi, comment ça s'appelait déjà, pas Albator, j'ai oublié le nom, comment s'appelait ce gros robot avec des cornes comme ça sur le côté, c'était aussi des années 90 d'ailleurs, mais j'ai complètement perdu son nom. Non, je sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. 770 contributeurs, 3 jours avant la fin de la campagne, 81 000 € d'engrangés pour l'instant. Et pas mal de stretch goals pour ce jeu très clairement orienté manga des années 90, mais au final, c'est un jeu où on va combiner différents robots pour en créer d'encore plus puissants, et après se maraver la tronche chacun sur des maps façon un petit peu escarmouche, relativement classique, mais comment dirais-je, le thème d'origine du jeu où on va combiner des robots les uns avec les autres pour essayer d'aller chercher des compétences toujours plus pétées, dans le bon sens du terme pour le coup, c'est relativement sympa. Après, je suis vraiment pas le public pour ce type de jeu-là, mais bah pourquoi pas. Sachez qu'il n'y aura pas de version française malheureusement pour celui-ci, mais qu'il y aura aussi du solo pour ceux qui seraient amateurs. Pour les stretch goals, justement, il y a un petit mix de upgrade visuel en termes de qualité, et puis aussi d'ajouts en termes de contenu de gameplay, avec pas mal de nouveaux personnages, de nouveaux robots. Ici, on en voit 9 par exemple, 9 nouveaux robots, un nouveau commander, comme on dit en anglais, même chose ici, nouveau commander, on a encore des nouveaux robots par la suite, voilà, 9 nouveaux robots encore. On a aussi un nouveau boss solo par exemple ici, donc on a quand même pas mal de stretch goals assez intéressants. On aura aussi apparemment l'intérieur de la boîte qui sera illustré également, donc voilà, c'est relativement intéressant en termes de stretch goals. Après, ils n'ont pas l'air d'être spécialement exclusifs à Kickstarter, mais de toute façon, je doute que ce jeu trouve le chemin des boutiques en France en tout cas, ou en Belgique, peut-être au Canada avec plus de chance, mais c'est même pas sûr non plus. Voilà pour ce qui est de Aegis, 770 contributeurs 3 jours avant la fin de la campagne, 81 000 € d'engrangés pour l'instant. Présenté dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, Crypto Collector ne décolle pas, contrairement à certaines crypto-monnaies pour le coup. 70 contributeurs à peine 4 jours avant la fin de la campagne pour ce projet japonais qui nous vient de donc Smart Ape Games, donc c'est le premier projet sur Kickstarter. C'est pas encore financé, mais ça devrait y aller. 4 jours avant la fin de la campagne, il reste suffisamment de temps pour aller chercher 200 €, ça devrait pouvoir se faire, mais est-ce qu'ils vont rentrer dans leurs frais pour autant? C'est pas du tout garanti. Je suis pas du tout fan du thème qui m'attire pas outre mesure, pas du tout fan non plus de la direction artistique. Bon, il n'y a pas grand chose qui me séduit dans ce jeu, même si certaines cartes sont bien plus jolies que d'autres, comme on le voit ici avec cet univers un petit peu post-apo, c'est plutôt très sympa. Le 16 bits ou peut-être même le 8 bits là-dessus, c'est un peu moins mon truc, le côté un peu Minecraft aussi, mais bon après je sais pas si ça peut vous tenter ou pas. Au-delà de ça, c'est un jeu relativement classique avec des petits mécanismes pas dégueulasses, mais
pas super intéressante non plus. Voilà pour Crypto Collector, vous pouvez aller consulter le menu crowdfunding du 29 janvier d'année pour ceux qui voudraient en apprendre un tout petit peu plus sur le projet, auquel cas vous pourriez potentiellement faire passer le projet à l'état financé avant la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier, Twin Riders est un petit projet italien en print and play à 4 € pour 1 à 2 joueurs, 12 ans et plus, 15 minutes et plus la partie, enfin 15 minutes la partie, excusez-moi, 5 jours avant la fin de la campagne, 200 contributeurs, 1700 € d'engrangés. C'est toujours aussi simple de financer des print and play, mais de par leur nature, c'est assez logique. Mais celui-ci, bon, pour un 7ème projet, ça fait pas un gros asset non plus. Et bon, ceci dit, c'est pas un projet qui a l'air vilain, avec une sorte de puzzle mental où on pourra déplacer certaines pièces du labyrinthe pour trouver des chemins différents et accéder à des reliques. Bon, c'est pas dégueulasse au demeurant, mais les print and play et moi, c'est pas trop une affaire, c'est pas une grande histoire d'amour, on va dire, quoi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau des stretch goals, il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent. J'ai éventuellement des standees, mais eux aussi à imprimer. Et puis, il y a peut-être aussi une petite extension à se mettre sous la dent, mais elle n'est pas encore atteinte en termes de financement. Donc ça devrait quand même être le cas d'ici la fin de la campagne, à mon avis. Oui, il manque 100 €, ça devrait se faire, mais c'est pas encore garanti. Et malheureusement, pas de version francophone pour l'instant. Présenté dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, Ballads and Tales Journey of the Brave se prend une patate au niveau de la carotide, hein, ça se passe pas très bien pour eux. Bon, encore ceci dit, c'est pas ridicule, hein, 19 000 € d'engrangés, c'est pas si mal que ça, mais bon, leur ambition était d'aller chercher 42 000 €, on en est loin, mais en même temps c'est le premier projet de Amber Moon sur Kickstarter, 245 contributeurs, c'est pas ridicule, mais c'est vrai qu'on était sur un jeu très orienté nostalgie, de tous les points de vue possibles, parce qu'on est sur des artworks, enfin, une direction artistique vraiment à l'ancienne, hein, ça fait très années 70-80. Je suis pas très fan de ce type d'artwork, les matériels a pas l'air d'être fou non plus, et en termes de dungeon crawler, ça a l'air d'être ultra classique aussi. Le bestiaire aussi, les héros aussi, bref, ça a l'air d'être très classique, hommage à tout ce qui s'est fait de très ancien dans les années 80-90, mais sans rénover quoi que ce soit, donc du coup ça va pas attirer grand monde. Je pense que c'est majoritairement peut-être des Allemands, hein, j'imagine en tout cas, on va quand même checker histoire de dire qu'on l'a fait. 120 contributeurs allemands, 58 quand même États-Unis, et puis 6 Français quand même, qui se sont rués sur le projet, malgré tout, 8 Suisses également. Mais bon, pas de version francophone, donc ça c'était aussi une petite barrière d'entrée. Voilà pour Ballads and Tales, qui devrait a priori pas financer, et qui devrait même peut-être annuler d'ici les jours à venir. On les reverra peut-être un jour sur Kickstarter, à moins qu'ils abandonnent après cette première tentative. Présenté dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, Deep Shelf a réussi son financement après une première tentative qui s'était soldée par une annulation assez rapide. Donc cette fois-ci, ça va, c'est financé pour Deep Shelf, 1260 contributeurs, 90 000 € d'engrangés 5 jours avant la fin de la campagne. C'est pas un énorme succès pour Ninth Haven Games, qui avait déjà rencontré des succès bien plus conséquents grâce à Dinogenix, avec ici 4800 contributeurs, ou encore 2700 ici. Bon, Deep Shelf fera un petit peu pas le figure en comparaison, mais le projet est financé. Il a pas l'air dégueulasse, très honnêtement, mais je sais pas, il lui manque un truc. Je trouve que c'est pas très convaincant visuellement parlant, ça me donne pas spécialement envie. 90 à 140 minutes de la partie, 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, donc avec un mode solo qui plus est. Le matos c'est pas dégueulasse, la direction artistique est pas dégueulasse, mais ça m'attire pas outre mesure aussi, peut-être parce que le thème m'attire pas spécialement non plus. Il faut être honnête, hein, c'est pas vraiment un truc très sexy en termes de thématique, mais bon, ça c'est une question purement subjective. Pour ce qui est des stretch goals, c'est un petit peu plus bas que ça se passe. Voilà, c'est ici. Donc le jeu est financé. On aura des plateaux un petit peu plus épais que lorsque la campagne s'était lancée. Donc ça, c'est plutôt une petite upgrade visuelle, une petite upgrade de matériel qui est plutôt appréciable. Même chose pour le kelp, qui était avant représenté par des petits cubes et qui désormais aura une forme customisée. Ensuite, on aura aussi un petit insert en plastique pour accueillir les ressources, qui remplacera en fait le plateau de carton prévu à l'origine, donc petit upgrade matériel aussi. Même chose pour les tokens ici, que vous voyez, qui seront désormais en bois et non plus en carton. Et puis les cartes, elles aussi, auront bénéficié d'un petit lifting, une petite qualité revue à la hausse en termes de matériel. On aura aussi potentiellement des plateaux double épaisseur si on atteint les 100 000 $ d'ici la fin de la campagne, ce qui devrait pouvoir se faire puisqu'il reste encore 5 jours avant la fin de cette dernière. Mais pas de version française pour celui-ci malheureusement.
Présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier, Dice Fights Roll the Box était un petit jeu qui, bon, cassait pas trois pattes à un petit canard hermaphrodite de Moldavie, mais bon, il a fait son petit bonhomme de chemin, 176 contributeurs 6 jours avant la fin de la campagne et près de 10 500 € d'engrangés à l'heure où je vous parle. C'est un jeu avec essentiellement des dés, on va se lancer les dés à la tronche pour essayer de déterminer le vainqueur, sachant que la boîte est aussi un dé bonus que vous pourrez prendre en votre possession pour la larguer sur la tronche de votre adversaire. Voilà, ça n'a pas l'air non plus de révolutionner quoi que ce soit, mais ça a l'air d'être relativement fun au demeurant, et c'est pas très cher non plus. Je crois pas avoir souvenir d'avoir vu des stretch goals non plus dans ce jeu, donc on va pouvoir passer directement au prochain projet. C'est tout pour Dice Fights Roll the Box. Autre jeu présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier, avec un jeu de mots au niveau de mes plus belles heures en termes de titre, Pride and Prejudice, un petit jeu de mots sur le Pride and Prejudice qui est l'œuvre de Jane Austen, que j'avais lu à l'époque à la fac, mais j'avoue que ça m'a pas marqué non plus que ça. Et là c'est un petit roll and write pour 30 à 60 minutes pour un joueur, donc en solo, même si apparemment c'est jouable à plus, si on en croit le petit plus qui est écrit ici. 373 contributeurs ont trouvé leur chemin vers le projet, 1612 € d'engrangés 6 jours avant la fin de la campagne. C'est le 7e projet sur Kickstarter de Benjamin Sperling, que je ne connaissais ni d'Eve, ni d'Adam, ni de Jane Austen d'ailleurs. Et c'était exclusivement des roll and write apparemment, j'ai l'impression, qu'on fait des résultats assez confidentiels entre 137 et 250 environ. Bon, ça reste à peu près dans la même lignée, même si celui-ci a fait un petit peu plus pour le coup, donc c'est son record. Vous me direz ce que vous en pensez pour un petit roll and write exclusivement en anglais avec l'univers de Orgueil et Préjugés. Bon, pourquoi pas après tout, même si je suis pas très fan de la DA. Et on arrive désormais sur les campagnes pour lesquelles il reste un peu plus d'une semaine de campagne justement, et ce qui veut dire qu'on les retrouvera une fois encore dans le suivi du menu crowdfunding la semaine prochaine. Du coup, on ne s'attarde plus sur les stretch goals, on fait juste un petit point pour dire attention, il reste pas tellement de temps que ça, donc vous pourriez vous y intéresser si vous l'aviez raté dans la présentation du menu crowdfunding. En commençant par I'm Not Afraid, le nouveau projet de Knots Publishing, les Français, qui lancent un print and play, c'est assez rare, je crois que c'est leur premier, 128 contributeurs, évidemment une version francophone disponible, et puis c'est un print and play, donc ça veut dire que c'est pas cher, et livré tout de suite après la fin de la campagne. C'est exclusivement pour 12 joueurs, 12 ans et plus, 15 à 30 minutes la partie, on est sur un jeu de contrôle de territoire, en print and play, avec une direction artistique pas folichonne, mais bon, ça a l'air d'être un gameplay relativement intéressant au demeurant, et puis c'est Knots Publishing, quand même un petit gage de qualité derrière. Vous me direz ce que vous en pensez, on en reparle la semaine prochaine. Présenté le 5 février dernier dans le menu crowdfunding, Microbots Duel and Power Up, le nouveau projet de Prometheus Games Lab, à qui l'on devait récemment, enfin il y a déjà 2 ans je crois, Micro Dojo, qui avait très bien réussi à l'époque avec 5 livres uniquement pour un jeu avec une version physique, ce n'est pas un print and play, qui avait fait un beau succès, hein, près de 2000 contributeurs, puis 1151 pour une extension avec une boîte un peu plus conséquente cette fois-ci. Et Microbots va faire un résultat moins convaincant. 687 contributeurs pour l'instant, 8 jours avant la fin de la campagne. On va quand même chercher 1000 contributeurs, je pense, d'ici la fin de la campagne, mais ce ne sera pas un résultat extraordinaire pour ce petit jeu de confrontation à 2 joueurs, 20 minutes, 10 ans et plus, pour se maraver avec des robots un petit peu façon Transformers. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez backé ou non. D'ailleurs, y a-t-il des Français sur le projet ? A priori oui, 17 Français, 21 Canadiens, certainement des Belges et des Suisses, mais qui ne sont pas suffisamment nombreux pour apparaître ici, excusez-moi. Voilà donc pour Microbots. Présenté le 29 janvier dernier dans le menu crowdfunding, mais présenté aussi l'année dernière pour une première édition qui avait financé à l'époque, Bossa, nouvelle édition 2023 avec cette fois-ci une thématique un petit peu hivernale, hein, vous le voyez, cette petite tuile très jolie. On aura donc toujours la très belle version artisanale avec un artisan japonais qui fait les tuiles par lui-même, donc ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher, mais vous aurez aussi accès à une version bien plus classique, un peu moins conséquente en termes de production, et bien évidemment beaucoup moins cher également. Parce que oui, c'est un très bel objet si vous prenez l'édition Deluxe, par contre ça coûte très cher aussi, juste pour rappeler ça rapidement.
On va essayer de retrouver les différentes versions qui s'offrent à vous. Voilà, la classique, donc matériel très classique, hein, rien de très spécial, qui va vous coûter 900 yens, pardon, 900 yens, si vous prenez juste le update kit, hein, si vous avez déjà le jeu, pardon. Si vous prenez l'édition standard avec le update kit, c'est donc 2500, voilà, 2500 yens. Voilà, ensuite le classique Neo, un peu plus classe déjà, on arrive à 7000 yens, donc ça fait quand même 50 euros. Et puis ensuite, la nouvelle version Yuki, donc neige en japonais, qui est à 23 000 yens, 163 euros, plus les frais de port. Donc là, ça pique assez méchamment, mais bon, c'est de l'artisanat. C'est tout pour ce nouveau projet donc de Banana Moon Studio de Sapporo, donc, région très neigeuse s'il en est au Japon. 197 contributeurs malgré tout, 10 000 euros d'engrangés 9 jours avant la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier, Andromeda's Edge du côté de chez GameFound, le nouveau jeu de Cardboard Alchemy, l'équipe qui était derrière Flamecraft notamment, mais rien à voir. C'est le seul point commun, c'est l'éditeur, mais le jeu n'a absolument rien à voir. C'est une sorte de Dwellings of Eldervale, mais remis au goût du jour, polissé, et avec une thématique radicalement différente dans un space opéra, mais c'est toujours le même jeu de Luc Lori, et cette fois-ci Maximus Lori, son frère j'imagine, en collaboration avec la direction artistique de Sergio Chavez. C'est pour 1 à 5 joueurs, 2 heures la partie, et 14 ans et plus, et on a déjà dépassé le million. 1 200 000 $ pour Andromeda's Edge, 7224 backers, 9 jours avant la fin de la campagne. On va certainement aller chercher les 10 000, voire un peu plus de 10 000 contributeurs avant la fin de cette campagne, qui sera assez riche en stretch goals également, mais ça on en parlera plutôt la semaine prochaine. Donc en tout cas, si vous avez pu tester Dwellings of Eldervale, c'est un petit peu la même chose, mais revu et corrigé, donc certainement encore meilleur, si tant est que vous soyez sensible à ce type de thématique space opéra. Moi c'est pas trop mon truc, vous le savez certainement, mais je serais quand même curieux de le tester parce que Dwellings est un très bon jeu, et si en plus il a été revu, corrigé, poliché, il y a des chances que ce soit très bon. Voilà pour Andromeda's Edge, on en reparle la semaine prochaine. Présenté le 29 janvier dernier dans le menu crowdfunding, Witchbound, le jeu de Dark Doll Games, qui est un jeu un petit peu à mi-chemin du livre dont vous êtes le héros et du jeu de société, et qui en plus cette fois-ci a une version francophone, ce qui n'était pas encore le cas lors de sa présentation dans le menu crowdfunding. C'est désormais le cas avec Matago qui s'occupera donc du projet, et ça tombe bien parce qu'en plus on a quasiment le logo de Matago sur la boîte ici, c'est fun. 1751 backers pour l'instant, 117 000 euros d'engrangés, 118 000 même carrément, 9 jours avant la fin de la campagne. On a pas mal de petits stretch goals qui sont venus se débloquer. C'est un jeu qui, si vous vous souvenez de mon top 25 des jeux que j'attends pour 2023, est un jeu qui m'intéresse pas mal. Il faisait partie de mon top 25, je crois que c'est le 25 d'ailleurs, mais est-ce que j'irai le backer pour autant? Je sais pas, c'est quand même très orienté narration et livre dont vous êtes le héros, ou l'héroïne pour le coup ici. Ça me tente, sans me tenter suffisamment, je sais pas, c'est vrai que il y a une proposition très innovante, très originale en termes de gameplay, de ce mi-chemin entre le jeu de plateau et le livre dont vous êtes le héros qui m'intéresse pas mal. La gestion des ressources, mais également la gestion des interactions avec les NPC que vous serez amené à rencontrer plusieurs fois, qui vous diront pas forcément la même chose en fonction de ce que vous aurez accompli ou non précédemment, le fait de devoir rechercher certains numéros dissimulés un peu partout dans les zones que vous voyez ici, par exemple le 59, le 67 dans le puits ici, etc. Certains seront bien plus compliqués que ça à trouver bien évidemment, hein. Je vous encourage pour ça à aller voir les actualités quasiment quotidiennes du jeu, où on montre certaines illustrations un petit peu différentes, où il est beaucoup plus complexe d'aller trouver les résultats cherchés. Quoi qu'il en soit, on en reparle une prochaine fois, hein, la semaine prochaine, une dernière fois, sur le suivi du menu crowdfunding, mais le jeu devrait assez certainement dépasser les 2000 contributeurs avant la fin de la campagne, ce qui est plutôt un très beau résultat pour un si petit éditeur sur GameFound. C'était pas couru d'avance, donc félicitations à eux. Et en plus, version française. Et on termine cette semaine par Set a Watch, Forsaken Isles et Doomed Run, que j'ai présenté il y a 3 jours à peine, donc dans le menu crowdfunding du 12 février dernier, mais qui s'est lancé dans une campagne assez courte de 2 semaines. C'est la dernière extension / standalone pour Set a Watch, donc c'est la 3e campagne sur Kickstarter. Pour l'instant, 2760 contributeurs, 190 000 euros d'engrangés approximativement, 10 jours avant la fin de la campagne. Reste à voir si ça vous tente, c'est toujours un jeu qui se prête très bien au solo, mais également un jeu coopératif pour 60 à 90 minutes, 13 ans et plus, avec une direction artistique toujours aussi charmante, et un matériel toujours aussi sympatoche, avec pas mal d'asymétrie entre les personnages que vous pourrez contrôler. Voilà, c'est un jeu qui m'a toujours intrigué, mais
pas forcément suffisamment pour aller jusqu'à le baquer. On en reparle quoi qu'il en soit la semaine prochaine. C'est tout pour Set a Watch Forsaken Isles, et c'est tout également pour le suivi du menu crowdfunding d'aujourd'hui. Alors que vous verrez peut-être que j'ai un petit peu réagencé les boîtes rapidement, mais bon, pas grand chose de nouveau. Par contre, on devait avoir un mois de février-mars très très chargé en termes de réception, puisque je crois que d'ici la fin mars, j'attends pas moins de 4 ou 5 livraisons de Kickstarter, donc j'ai hâte. Mais d'un autre côté, malheureusement, je ne l'ai pas encore annoncé, c'est vrai, mais Xavier va partir en vacances en France, justement mi-mars, je crois. Donc ça va pas forcément être très facile de faire des vidéos de post-réception de ces jeux-là, à moins qu'il y ait un solo, on verra bien. Mais bon, c'est pas grave. Et j'en profite d'ailleurs pour comment dirais-je, faire une seconde de silence. Voilà, parce que je m'aperçois qu'il arrive des boîtes de muséum qui me rappellent que Holy Grail Games va fermer ses portes. On en a parlé à plusieurs reprises avec Xavier, mais également avec Nyx sur sa chaîne. C'est un éditeur qui nous aura fait voir de toutes les couleurs, hein, pas forcément toujours dans le meilleur sens du terme, avec des très bons jeux, mais aussi beaucoup de turpitude en termes de gestion de campagne sur certains projets. J'ai toujours pas, et je ne recevrai d'ailleurs jamais, mon pledge de Muséum Deluxe, a priori. Mais voilà, Holy Grail Games, c'est fini, ils mettent la clé sous la porte, et c'est quand même toujours un peu triste de voir un acteur du monde ludique mettre la clé sous la porte pour en plus des raisons assez tristes qui sont pas forcément toutes dépendantes de leur bon vouloir, bien loin de là. Donc bon, voilà, c'est dommage, mais bon, on aura encore leurs jeux pour les garder en mémoire, et peut-être que les jeux en question seront acquis par d'autres éditeurs qui les prendront sous leurs ailes, on verra bien. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi aujourd'hui encore, on se retrouve dimanche pour le menu crowdfunding, pas pour le suivi. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.